j'essaie juste de poster sur Instagram, le Alors ouais, live. c'est bon, tout se passe bien en tout cas de mon côté, ils te voient. D'accord. Je vais essayer de mettre ça sur Instagram. Alors, Alors, je je vais en profiter pour faire une, petite, voilà, une petite intro pour les gens qui suivent. Je rappelle mhm, que c'est une interview, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est une interview, c'est pas un débat ou je sais pas quoi. Je sais que ça devient rare, surtout pour les petits jeunes, vous avez pas connu ce que c'est une interview. Je suis pas là pour couper la personne et lui crier dessus ou je ne sais quoi. Non, je prends un invité et mon rôle c'est de m'effacer pour faire briller la personne et la faire s'exprimer sur son livre, son œuvre ou des choses comme ça. Bon, maintenant ils apprennent plus ça à l'école de journalisme, mais bon, c'est particulier. Mais donc voilà. Et aussi, euh, comme je le dirai aussi après en introduction quand on va démarrer. Euh, Là, actuellement, quand je reçois un invité pour la première fois, c'est assez compliqué de parler de sujets. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est parler un peu en globalité. C'est sûr qu'on peut rentrer en profondeur sur certains sujets, mais on va essayer de toucher un peu à tout, tout en restant quand même dans le cadre un peu de l'œuvre de votre dernière œuvre. d'accord, Mais voilà. d'accord. Et je précise que dans le chat, vous pouvez poser des questions et je verrai si je peux les transmettre ou non. Et je demande du respect. Je précise encore une fois, je sais que ça choque certains, mais ici ce n'est pas une démocratie, hein, c'est une dictature. Ce qui veut dire que si vous faites une connerie, ça sera une OQTF directe du chat. Hein. Je ne pas de. Alors, j'ai juste partagé là sur Instagram, j'ai mis le lien. Voilà. Et là, on nous voit là sur Twitch déjà ou Alors là, on voit, là t'es sur Twitch. Là, on voit que t'es sur les commentaires. On voit pas ton visage. D'accord, ok. Ouais, je veux dire, ça a démarré ou Ouais, pas? ouais, ça a démarré. Là, c'est bon, ils D'accord, t'entendent. C'est pour ça, là, je les ai un peu briefés. Et là, on va d'accord, d'accord. démarrer officiellement. Très bien. Quand tu veux. Ok, tac. Voilà, et là. Donc voilà, bah, déjà, ça te dérange pas qu'on se tutoie. Non, non, pas du tout. Ouais, ça va être Aucun mieux. problème. Bah écoute, c'est nickel. Bienvenue à toi, Youssef. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. C'est, quand j'ai fait cette annonce-là, tout le monde était comme, ils étaient en folie, hein. À ce Et, point. et- bah en fait, il y en a beaucoup qui étaient en folie et Ouais. qui étaient en folie et d'autres qui ne te connaissent pas et ça, ça me fait Mm. plaisir. Ça va permettre de faire connaître Tant mieux. Youssef. Il faut savoir aussi que comme j'avais une chaîne assez conséquente de, de Sur l'étranger, YouTube. voilà, Mm. j'avais quand même des gens qui me suivaient d'un peu partout. C'est-à-dire que autant de Belgique, du Japon, de l'étranger, d'Afrique. Et D'accord. donc voilà. Parce qu'en France, généralement, je pense que tout le monde connaît, vous connaît, enfin te connaît. Ah, tout le monde, Euh, je sais pas, mais ouais, sur oh, Internet, en tout cas, oui, quand pas même mal. pas mal. Mm. Donc voilà, donc on va revenir plus précisément sur la guerre des États-Unis contre l'Europe. Et donc voilà, et on va essayer de donner des clés de lecture sur, pour comprendre la Il est là. situation qu'on a en France. Voilà, il est là. Et montrer que tout est lié. C'est comme en physique, il y a l'infiniment grand et l'infiniment petit. Au niveau subatomique, il y a des règles physiques qui ne sont pas pareilles que dans l'infiniment grand, et pourtant quelque chose les régit tout. Régit tout ça. Et c'est le rêve de tout physicien d'avoir cette loi-là. Et le problème de certaines personnalités comme Youssef Indy, Soral ou d'autres, c'est que justement, ils s'approchent un peu trop de ces clés de compréhension qui permet de comprendre que tout est lié. De la racaille, de la délinquance à la géopolitique, des guerres, etc. Et c'est pour ça que ces gens-là peuvent déranger le système.
Alors, avant de démarrer, est-ce que vous pouvez vous, en 2 mots, te présenter, nous expliquer un peu ta jeunesse, ton parcours, assez brièvement et qu'est-ce qui t'a amené à ce que tu es maintenant, au niveau de tes œuvres, voilà? Alors je ne vais pas raconter ma vie parce que ça, ça risque d'être un peu long. Je m'appelle Youssef Indy, je suis chercheur indépendant dans le domaine de l'histoire, de la géopolitique, de la politologie. Je suis né au Maroc en 1985, le 11 février 1985. Je suis arrivé en France assez tôt, à la fin des années 80, fin 89. Voilà. Donc j'ai grandi en région parisienne, Paris, banlieue. Et je suis autodidacte. J'ai fait un rapide passage par la fac, mais j'ai laissé tomber la fac pour travailler, payer mon loyer et manger. Mais disons que la lecture, la recherche a toujours été une passion pour moi depuis, disons, l'adolescence, la fin de l'adolescence. Donc j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là assez tôt, en fait. Beaucoup de lecture, beaucoup de prise de notes, de réflexion, d'écriture. Mais ça n'a jamais été un objectif pour moi, enfin, un objectif professionnel. Je ne OK. m'imaginais pas à 20 ans, ni même à 25 ans, écrire des livres et vivre de cela. Le déclencheur, ça a été mon premier livre, en fait, ce qui a précédé mon premier livre, Occident Islam, tome 1, Source et genèse messianique du sionisme. J'avais fait des recherches justement sur les origines religieuses et messianiques du sionisme. J'ai fait des découvertes et j'ai retracé la généalogie de ce mouvement du XIIIe siècle à nos jours, jusqu'au XIXe siècle, parce qu'en fait, l'histoire officielle du sionisme démarre à la fin du XIXe siècle. Une histoire un peu plus approfondie est remontée jusqu'au XVIIe siècle dans les milieux protestants évangéliques. Et j'ai réussi par des recherches à remonter jusqu'au XIIIe siècle. Et donc j'en ai fait mon premier livre et c'est ce qui m'a fait connaître. Et ensuite j'ai enchaîné avec un deuxième livre, Les mythes fondateurs du choc des civilisations, sous-titre Ou comment l'islam est devenu l'ennemi de l'Occident. C'est un livre sur les rapports depuis l'époque médiévale entre le monde chrétien et le monde musulman. Puis mon troisième livre, La mystique de la laïcité, généalogie de la religion républicaine. Puis Occident Islam, tome 2, Le paradoxe théologique du judaïsme, puis du Brexit aux Gilets jaunes, qui est un recueil d'articles regroupant tous mes articles à partir de 2015, annonçant la rigidification du régime républicain, sa transformation en régime policier, dans des articles dans lesquels j'annonçais aussi dès 2015 une révolte du peuple français, et un certain nombre de livres encore et encore. Je ne vais pas tous les énumérer, j'en ai Il y en 10 a il y en a maintenant à mon énormément. actif. Voilà, là c'est le 10e à mon actif. Le dernier qui est là, la guerre des États-Unis contre l'Europe et l'avenir de l'État. C'est le tout dernier. Voilà, Et voilà, donc brièvement. on va commencer par, bah, on va attaquer directement alors. Et donc, alors je fais semblant parfois de poser des questions qui peuvent paraître idiotes, mais c'est pour faire réagir justement. Bah, le titre c'est la guerre des États-Unis contre l'Europe, c'est ça. Est-ce que c'est pas une erreur? Comment ça se fait? Normalement, ils sont alliés. En tout cas, dans l'imaginaire, ils sont alliés. Comment vous pouvez définir ce propos que les États-Unis sont en guerre contre l'Europe? Mais avant ça, c'est quoi les États-Unis et c'est quoi leur politique? Alors, qu'est-ce que les États-Unis? Il faut remonter à l'époque de la colonisation de l'Amérique par les pères pèlerins, des calvinistes religieux, qui se considéraient, donc je l'explique en introduction du livre, parce que sans cela, on ne peut pas comprendre la nature des États-Unis et la nature de la géopolitique américaine. Les pères pèlerins se considéraient comme le peuple élu, le nouveau peuple hébreu. Ils considéraient l'Amérique comme une nouvelle Jérusalem et ils considéraient les autochtones comme les nouveaux Cananéens qui avaient été exterminés par Josué d'après le récit biblique. Donc ça commence comme ça. Donc ils exterminent les populations, ils fondent les États-Unis, mais bien sûr il y a eu donc la fondation de 13 colonies, la guerre d'indépendance, etc. Mais dès le départ, il y a cette conception religieuse chez les pères fondateurs des États-Unis, l'idée
qu'ils sont un peuple spécial, un peuple élu, que l'Amérique est la Nouvelle-Jérusalem. Plus que cela, l'Amérique est, selon eux, une sorte de nouvel Éden, paradisiaque, donc le, un lieu où n'a pas eu où il n'y a pas eu le premier péché, qui n'a pas été corrompu. Il va y avoir d'ailleurs des controverses, des théories après la découverte du Nouveau Monde sur l'humanité ou non des autochtones, des Indiens. Certains avanceront même que c'est une humanité pré-adamique, donc une humanité qui existait avant Adam, donc avant le premier péché. Donc il y a tout cet imaginaire américain qui va structurer les États-Unis, la politique des États-Unis. Donc il y a donc cette idée-là fondamentalement religieuse qui va dans un premier temps, une première longue séquence historique, séparer l'Amérique de l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a une volonté chez eux jusqu'à la fin du 19e siècle, de se séparer de l'Europe. Donc l'Europe ne doit pas se mêler des affaires américaines, et les Américains ne doivent pas se mêler des affaires européennes, l'Atlantique et la distance aidant. Mais il y a une conception religieuse qui motive cela. C'est-à-dire que nous sommes le nouveau peuple élu, l'Amérique est une terre exempte de corruption et de désordre, contrairement à l'Europe. Et nous devons donc séparer le pur et l'impur, l'Amérique et l'Europe. À la fin du 19e siècle, il y a un basculement donc, qui vont passer de la doctrine Monroe, qui est un isolationnisme, donc une doctrine politique qui correspond à cette idée religieuse de séparation entre le pur et l'impur, et un basculement donc à la fin du 19e siècle donc de l'isolationnisme au pan-interventionnisme. Donc de l'isolationnisme religieux, séparant le pur et l'impur, au pan-interventionnisme messianique. On passe de la destinée manifeste qui ne concernait que le territoire américain à la destinée manifeste universelle. Et c'est l'idée, on retrouve ça chez Theodore Roosevelt, puis chez Woodrow Wilson, l'idée que l'Amérique est une nation messianique et qu'elle doit apporter la rédemption au monde. Et la rédemption, dans les termes contemporains, c'est le libéralisme, apporter la liberté au monde, de gré ou de force. Donc cet hégémonisme naissant qui va commencer à s'appliquer concrètement à partir de la Première Guerre mondiale, puis la Seconde Guerre mondiale, donc investissement de l'Amérique dans les affaires européennes, dans les guerres européennes, qui vont lui permettre d'intégrer l'Europe, donc l'ancien monde, au grand espace, à son grand espace, le grand espace des États-Unis. Mais l'Amérique, c'est ce que j'explique dans mon livre, n'est pas un empire. Raison pour laquelle l'intégration de l'Europe au grand espace ne signifie pas l'intégration de l'Europe à la civilisation américaine. L'Europe ne devient pas le prolongement de la nation américaine. Donc l'Amérique n'est pas une nouvelle Rome, c'est plutôt une nouvelle Athènes, qui marque une séparation entre le dominant et le dominé, entre l'hégémone, Athènes, et les cités athéniennes dominées et les territoires d'Afrique du Nord, d'Italie qui étaient dominés. C'est un ségrégationnisme géopolitique, contrairement à Rome, qui intégrait les populations conquises au point de leur octroyer la nationalité romaine et leur permettant de monter dans l'échelon social et politique romain. Avec l'Amérique, on est dans une nouvelle forme d'hégémone, c'est-à-dire hégémone, ségrégation dans les relations internationales, mais vétérotestamentaire, c'est-à-dire messianique, avec une dimension biblique très importante. Donc l'idée que l'Amérique est une nation messianique, même une nation divine, qui doit apporter la rédemption au monde de gré ou de force, mais c'est un monde peuplé
de, 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 de- comment dire, de peuples, justement, inférieurs à l'Amérique, dont elle peut faire ce qu'elle veut. Elle avait exterminé les Indiens, elle finira par massacrer les populations civiles irakiennes, yougoslaves, japonaises, avec les bombes atomiques, et ainsi de suite. Donc, l'Amérique et son rapport au monde, c'est cela, fondamentalement. Et si on n'intègre pas ces données théologico-politiques, on ne comprend pas l'attitude des États-Unis. D'accord, donc on comprend mieux le côté des États-Unis, comment ils considèrent les autres nations, même les nations entre guillemets amies. Voilà, donc ça je le conçois, mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y aurait une guerre, disons économique quels sont les éléments qui vous font penser qu'il y a une guerre, surtout économique d'ailleurs, entre les États-Unis et l'Europe? Ah, ce sont les faits. Si on prend simplement la séquence, on ne va pas remonter plus loin, mais on va simplement prendre la séquence qui commence avec la guerre en Ukraine, juste avant la guerre en Ukraine, et les sanctions économiques décidées par Washington, appliquées par l'Europe contre la Russie. Mais ce sont des sanctions économiques qui pénalisent d'abord l'Europe, en fait, qui contraignent les entreprises européennes à quitter le territoire russe, donc à perdre de l'argent, qui contraignent aussi ces sanctions les Européens à se passer du gaz russe qui donc pas cher, de bonne qualité, qui alimente l'économie européenne, avant même la destruction des gazoducs. Et la destruction des gazoducs Nord Stream 1 et 2 est le point culminant de cette guerre économique états-unienne contre l'Europe, puisque ça va conduire à une récession extrêmement grave en Europe, et tout particulièrement dans le poumon économique de l'Europe, à savoir l'Allemagne. Donc détruire les industries européennes, détruire l'industrie allemande, et parallèlement à cela, les États-Unis vont par exemple prendre une mesure importante, débloquer 370 milliards de dollars de subventions pour les entreprises américaines, mais aussi pour les entreprises européennes qui acceptent de s'installer sur le territoire européen, territoire américain, pour profiter des ressources énergétiques américaines pas chères, puisque les sanctions américaines en Europe ont fait exploser le prix du gaz et du pétrole. Donc ça, c'est très concret. Euh, Avec cela, on a eu, même avant la guerre en Ukraine, des, euh, des OPA de grands groupes états-uniens sur de grandes entreprises européennes, allemandes, françaises, italiennes, belges, hollandaises, et ainsi de suite. Je dresse une liste, hein, dans mon livre. Donc c'est à la fois une politique de prédation économique, donc mettre la main sur les richesses européennes, en détruisant l'économie européenne, donc en laminant les classes moyennes et les catégories populaires européennes, et en s'attaquant même à des grosses industries européennes. Et ça, ce sont les faits. Donc, si ça, c'est pas une guerre économique, je ne sais pas ce que c'est qu'une guerre économique dans ce cas-là. Effectivement, donc ça c'est factuel, donc on peut pas le nier, mais tout le monde fait le constat. Mais que fait la France? Bon, là, on va se focaliser sur la France. La politique française, pourquoi ils ne réagissent pas face à ça? Alors, ils ne réagissent pas pour une raison simple, c'est que les États-Unis et l'oligarchie anglo-américaine et judéo-protestante a placé à la tête de l'Europe des pions, à la tête de la Grèce, à la tête de l'Italie, à la tête de la France, à la tête de la Commission européenne, à la tête de la Banque centrale européenne, à la tête du gouvernement britannique aujourd'hui, avec un Premier ministre qui est passé par la banque Goldman Sachs. Et à la tête de toutes ces institutions et pays là que j'ai mentionnés, on va retrouver des anciens employés de Goldman Sachs, à la tête de la France aujourd'hui, un ancien de chez Rothschild, qui va par exemple vendre Alstom quand il était ministre de l'économie, et devinez qui est-ce qui va prendre des commissions, toucher des commissions sur cette vente. Donc Alstom vendu à General Electric, entreprise américaine, et avec Rothschild, avec le Boston Consulting Group, avec Bank of America, etc., qui vont
toucher de grosses commissions sur cette vente. Donc c'est un acte de haute trahison qui a été commis. Donc, c'est pas difficile à comprendre. Parfois, on me dit, mais ça peut pas être une guerre contre l'Europe, puisque les dirigeants européens sont complices. Et quand je dis que c'est une guerre contre l'Europe, c'est pas une guerre contre les dirigeants européens. C'est une guerre qui est menée contre les intérêts vitaux des nations européennes, contre les États européens, contre les peuples européens. Et dans cette guerre, eh bien, il y a des chevaux de Troie des États-Unis et de l'oligarchie financière anglo-américaine judéo-protestante à la tête des institutions et des États européens. En fait, ce n'est pas très difficile à comprendre, c'est très simple. Il suffit simplement d'avoir les informations précises et de connecter les données et d'avoir une perspective, de comprendre dans quel sens tout cela ça va. Exact. Alors, je rappellerai cette phrase du petit Macron, quand une vieille personne l'avait sermonné. Il avait dit une chose qui, je pense, être l'un des seuls à avoir remarqué, à avoir relayé, ce qui est dommage parce que ça dit tout. Il avait dit cette phrase magnifique: je sais d'où je viens et je sais où je retournerai. Ça veut tout dire, c'est juste magnifique. Et donc là, effectivement, c'est la guerre des États-Unis contre l'Europe, contre les peuples, Mais justement, pourquoi le peuple ne se rend pas compte de ce danger-là qui est les États-Unis, et pourquoi il se focalise sur la Russie, ou même plus précisément les Abayas ou les Rakhine? Pourquoi le peuple ne se rend... Est-ce que c'est organisé, le fait de désigner des ennemis à droite à gauche, intérieur comme extérieur, ou c'est... Alors, c'est deux choses différentes, parce que tu as dit, le peuple ne s'en rend pas compte et il est focalisé sur la Russie, la Abaya, les émeutes, etc. C'est pas tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'on a, en France particulièrement, depuis 2013, une succession de mouvements de révolte s'opposant aux dirigeants politiques et à leur politique économique. On a eu les bonnets rouges, on a eu les gilets jaunes, on a eu les manifestations contre le pass sanitaire, on a eu le convoi de la liberté, on a eu le mouvement des manifestations massives contre la réforme des retraites. Donc, il y a, en fait, on est entré dans une guerre civile que j'appelle une lutte des classes transversales, opposant les catégories productives de la société, que ce soit les employés, les ouvriers et une partie du patronat, les petits patrons, à l'oligarchie financière qui a placé ses employés à la tête des États européens, notamment de la France. Donc cette opposition, cette guerre civile, elle est là, elle existe. Maintenant, du point de vue du pouvoir, il faut trouver des moyens pour conjurer cette guerre, cette lutte des classes transversales. Et pour ce faire, notamment, on va donc utiliser des ennemis microscopiques, le Covid, qui va être un formidable moyen d'accélérer la destruction de l'économie réelle. Ça, c'est un projet de l'économie fictive, de la haute finance, donc qui va utiliser le Covid pour détruire l'économie et détruire donc les classes moyennes qui sont déjà dans une opposition, dans une guerre contre le pouvoir oligarchique qui les appauvrit. Donc c'est une façon de se débarrasser d'une classe moyenne gênante en révolte. On a donc cette guerre contre la Russie qui est aussi un moyen de conjurer cette colère et cette révolte. Et on a bien sûr le discours sur l'islam, la baya, l'immigration. Donc l'immigration qu'on aggrave, donc que les dirigeants politiques aggravent, qu'ils augmentent. Donc ils mettent de l'huile sur le feu, tout en pointant du doigt les effets de cette politique migratoire dont ils sont à l'origine. Pareil pour la délinquance, on nous parle de zones de non-droit, etc. Mais c'est une politique. Il y a une volonté politique de créer des zones de non-droit, une volonté politique de laisser monter la délinquance. Parce que les délinquants sont les auxiliaires du pouvoir oligarchique. Tout comme la police est utilisée comme une milice privée défendant les intérêts de l'oligarchie et matraquant et éborgnant les gilets jaunes, donc le peuple qui travaille contre cette même oligarchie. Donc vous avez d'un côté la police
qui écrase les révoltes, les gilets jaunes, les travailleurs, et vous avez de l'autre la délinquance qui est utilisée comme moyen de pression sur cette population pour ramener la population dans le parti de l'ordre, derrière le pouvoir. Donc c'est une politique qui est menée de façon tout à fait consciente. Hein, c'est un chaos qui est contrôlé, organisé. Oui, bien sûr, parce que le chaos, le désordre ne déstabilise pas le pouvoir. Le Hmm. chaos et le désordre renforcent le pouvoir qui se présente comme le pompier. C'est un pompier pyromane, il provoque, il allume le feu, puis il se présente à la population comme l'agent de l'ordre, alors qu'il Ouais. est l'agent du désordre. Il le légitime. Et c'est le principe du menticide, de créer une peur à plusieurs reprises qui permet de contrôler les masses, etc. Alors, je ne sais pas si tu as vu récemment la nouvelle loi de programmation militaire, sachant que l'article 2 des droits de l'homme, c'est que le but de toute association politique est la conservation des droits naturels de l'homme, la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. On peut voir que ces 4 points ne sont plus respectés. Qu'est-ce que tu penses de cette loi? Est-ce que tu penses que c'est annonciateur de certaines choses ou pas? Le fait que les gens puissent être mobilisés, qu'on peut prendre les biens des personnes, tout est mobilisable. Est-ce que c'est annonciateur de certaines choses ou c'est un pur Alors, hasard? alors, il y a deux choses. C'est en fait, le pouvoir est en train d'acter la fin de la propriété privée. Parce qu'il y a déjà eu une jurisprudence, il y a eu la jurisprudence à Chypre, quand ils ont ponctionné les comptes bancaires, suite à la crise, je crois que c'était en 2012 ou 2013. Il y a eu l'expropriation des milliardaires russes qui avaient des propriétés privées en France et dans d'autres pays occidentaux qui ont été expropriés. Et ça a servi de jurisprudence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les États occidentaux se sont autorisés à exproprier des ressortissants étrangers, rien ne les empêchait, et ne les empêchera dans le futur, d'exproprier, là, en l'occurrence, des citoyens français. Et on utilisera comme prétexte la guerre. Le problème, c'est que la guerre est devenue un concept très flou. On nous a parlé de guerre contre le terrorisme. On a mis en place un état d'exception. L'état d'exception, c'est la suspension de la Constitution, d'une partie de la Constitution. On a mis en place l'état d'exception justifié par une guerre contre le terrorisme, une guerre éternelle. Puis on a poursuivi avec l'état d'exception euh, en utilisant comme prétexte la guerre contre le Covid, un ennemi invisible. Et demain, effectivement, on pourra nous dire, par exemple, que pour participer à l'effort de guerre contre la Russie, eh bien, si vous n'acceptez pas d'aller sur le front, ce qu'on peut comprendre, eh bien, on va réquisitionner vos biens. Donc, simplement, on va vous confisquer vos biens. Donc, c'est une façon, c'est une sorte de collectivisme organisé cette fois non pas par un État communiste, mais par une oligarchie illégitime qui a investi l'appareil d'État. Donc, c'est ce que j'appelle depuis quelques années, soviéto-capitalisme.